Merci beaucoup Alexandre de te prêter à cet exercice de lecture du dernier numéro d'Ornicar. Pour cette contribution, je suivrai le fil d'une idée qui parcourt plusieurs textes de ce numéro. C'est celle selon laquelle la manière dont on pense actuellement le consentement est adossée à la conception d'un sujet libre et autonome. L'année dernière, Christiane Alberti, son séminaire au département, faisait déjà la critique de cet idéal qui est peut-être un véritable mythe moderne, en pointant qu'en réalité, plutôt que d'être autonome, il vaut mieux être inséré dans un certain nombre de liens sociaux pour pouvoir conduire sa vie. Cette idée que le sujet est libre et autonome, c'est même une logique un peu folle quand on y réfléchit. Puisque comme le rappelle Philippe Lassagna, l'homme libre pour Lacan, c'est le fou. C'est en tout cas ce que Lacan soutient dans son propos sur la causalité psychique. Il faut donc, comme le souligne Christiane Alberti, un consentement à l'aliénation signifiante, au fait de dépendre d'un discours qu'on ne maîtrise pas pour pouvoir être en lien à l'autre. Sans quoi, on se retrouve en rupture de banc, comme dit Lacan à propos de l'homme affranchi de la société moderne dans son texte L'agressivité en psychanalyse. Et certains sujets, d'ailleurs, témoignent de cette rupture de manière patente. Et c'est pas qui sont pas autonomes, bien au contraire. C'est qu'ils n'arrivent pas à être pris dans un certain nombre de discours et donc de liens sociaux. C'est même évident. Ils n'arrivent pas à se ranger sous certains signifiants pour se faire représenter dans un discours. Ils ne peuvent consentir à cette opération qui est nécessaire pour pouvoir s'inscrire à une place dans le monde. Et c'est ce qui explique la fréquente précarité de leur situation. Ce consentement ou non du sujet à l'autre avec un grand A, ça relève de l'insaisissable. Il y a là un réel auquel le mythe du sujet libre et autonome vient répondre, en fait. Je crois, en tout cas. Ce mythe, d'ailleurs, et ça c'est un point très intéressant, Philippe Lassagna le rapporte dans son texte à la conception kantienne du sujet, c'est-à-dire celui, je cite, qui se donne à lui-même la loi de son action et est libre d'y consentir ou non. Et c'est au fond une des questions que son texte pose. Est-ce qu'on peut considérer que la vie humaine, et notamment le domaine des relations sexuelles, relève de cette logique? Reste que, bon, c'est à partir de cette conception de la liberté et de l'autonomie subjective qu'on essaie de cerner le réel en jeu dans le consentement, dont le signe a valeur aujourd'hui de critères discriminants sur le bien fondé des relations en matière de sexe. Or, le problème, c'est que, et c'est ce que nous dit Christiane Alberti dès le liminaire, ça aboutit, dans les cas d'abus, à un retournement de la question sur les victimes. Et ça se traduit par ce qu'elle nomme une traque au signe de leur consentement, qui prend l'allure d'un véritable pouce à dire, que François Regnault épingle avec Michel Foucault, du terme d'aveu de la chair. Autrement dit, ces lectures, elles m'ont amené à apercevoir qu'il y a une dimension perverse dans cette tournure que prennent les choses, et ce, probablement parce que le consentement, il est conçu aujourd'hui à partir d'une éthique de pensée qui suppose l'idée du libre arbitre en toute chose. C'est ce que m'inspire, en tout cas ce que rappelle Philippe Lassagna à propos du maniement sadien du concept de liberté. À savoir qu'en miroir de Kant, Sade, là je cite à nouveau Philippe Lassagna, se réclame du plus indigne au nom des droits de la personne. Et c'est là, je crois, que la psychanalyse a quelque chose de différent à proposer. Je le dirais alors comme ça, trouver les mots pour dire, pour cerner le réel en jeu dans le consentement du sujet. L'analyse, c'est quand même
explorer les ressorts de ce à quoi on a consenti à l'égard d'un discours, dans une expérience de vie, etc. Et c'est d'ailleurs ce qui nous fait souffrir. Et dans les cas d'abus, c'est à chaque fois, je pense, une opération très délicate, à savoir, explorer le mystère qui s'y loge, tout en n'étant pas ravagé par le traumatisme qui en découle. Serais-tu d'accord pour dire que ce que la psychanalyse propose de différent est plutôt du côté d'une tentative de formuler ce qui échappe à la compréhension? Cette expression, trouver, les mots pour dire, somme toute, elle paraît assez commune, assez banale, mais je l'entends, au sens, de ce que j'ai retenu d'un entretien qu'a donné Christine Angot, récemment sur France Inter. À un moment donné, Léa Salamé, reformule ce qu'elle a cru lire dans sa démarche d'écriture, en lui disant: «Vous dites, ceux qui ne savent pas ne peuvent pas comprendre». Et là, Christine Angot la reprend tout de suite en lui disant: «Non, ne peuvent pas voir, pas comprendre». Et elle précise, que les enfants, ils comprennent très bien que l'inceste, c'est interdit. Et que c'est pas quelque chose qui relève du fait de comprendre. Elle dit, «C'est quelque chose que l'on vit». Et ça m'a frappé qu'elle dise ça. C'est quelque chose de vivant. Et ça, si on se penche sur la question, on peut pas ne pas le considérer. Heu et c'est sur ce point et sur la dignité qu'elle lui donne par la voie du symptôme, que la psychanalyse est à mon sens une expérience à part. Et je crois que c'est ce qui passe à la lecture de ce dernier numéro d'Ornicart.